Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans un petit appartement à Nantes, une dispute banale allait déclencher une tempête émotionnelle sans retour possible. L'intensité de ce qui va suivre vous glacera le sang. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines révélations. Je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans, et je vis avec Claire, ma femme de 39 ans, dans une petite ville au sud de la France. Ce matin-là, le soleil perçait à peine les volets de notre logement à Nantes quand tout a basculé. Nous étions assis l'un en face de l'autre, dans la cuisine, l'air chargé d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Claire, les bras croisés, fixait mon regard avec une intensité qui m'a tout de suite glacé le sang. Son visage était fermé, ses yeux brûlaient d'une rancéure que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai posé doucement ma tasse de café. « Benoît, je ne vais pas me répéter. Gilles a besoin d'aide et tu es tellement égoïste, » a-t-elle lancé, la voix tremblante, menaçante. J'ai inspiré profondément, cherchant ma voix. « Claire, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de priorité. Gilles dépend de nous depuis trop longtemps, il doit apprendre à assumer ses responsabilités. » À l'évocation de son frère, ses traits se sont raidis. « Il est mon frère, » a-t-elle soufflé, les mots claquant dans la pièce. La famille, c'est sacré. On avait fait ce vœu quand on s'est marié. Je sentais mon cœur s'emballer, mais j'ai gardé mon calme. La famille, ça ne veut pas dire tout supporter. Gilles doit se relever seul. Un silence lourd s'est installé. La tension était palpable, presque physique. Puis, brusquement, elle a bondi de sa chaise, faisant glisser un cri. Sa main a saisi sa tasse de café, et le temps a semblé ralentir. Le café brûlant a traversé l'air suspendu. J'ai vu l'arc de liquide foncer avant qu'il m'atteigne en plein visage. J'ai sursauté. Le choc de la brûlure sur ma peau m'a coupé le souffle. Le fracas de la tasse contre la table a résonné, monstrueux, dans le silence soudain. Je suis resté là, hébété, mon visage en feu, le tissu de ma chemise détrempé de café brûlant. Mes mains tremblaient en cherchant un papier pour m'éponger. Claire, figée, m'a regardé. Un instant, j'ai cru y deviner un mélange d'hostilité et de regret, mais il s'est évanoui aussi vite qu'il était apparu. Elle voulait parler, mais aucun son ne sortait. Enfin, j'ai brisé le silence. « Qu'est-ce que c'est que ça, Claire ?» Ma voix était basse, mais chaque syllabe portait le poids de l'incrédulité. Elle a répliqué, le ton défensif, « Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais eu de frère. Tu ne sais pas ce que c'est d'être là pour quelqu'un, envers et contre tout. » Ces mots m'ont touché, mais j'ai retenu mes émotions. Tu as peut-être raison, je n'ai jamais été frère, mais je sais ce que veut dire assumer ses engagements. Mon devoir, c'est envers nous, notre avenir. Je ne peux plus être le pompier de service pour Gilles. Silence. Son regard s'est assombri, ses mains agrippant le bord de la table comme pour se retenir de quelque chose. Puis elle a repris, la voix grave. « Tu es trop dramatique. Ce n'est que du café. Arrête d'en faire une montagne. » Mais je ne pouvais plus reculer. C'est pas juste du café, Claire. C'est le symbole d'un contrôle, d'un chantage émotionnel permanent. Tu veux que je cède, coûte que coûte. Un instant, j'ai cru qu'un éclair passerait dans ses yeux, mais ce n'était ni remords, ni détresse, plutôt une défiance froide. Si tu avais accepté d'aider Gilles, rien de tout ceci ne serait arrivé. Tout est de ta faute, Benoît. Mon esprit tournait à plein régime. Était-ce vraiment elle, la femme que j'aimais? Était-ce ce que nous devenions? Les signes étaient là depuis longtemps, que j'avais ignorés, attribuant tout au stress, à la passion ou à l'amour. Je me suis levé, la voix plus froide que je ne l'aurais cru. Je crois que notre histoire s'arrête ici. Je ne peux plus. J'ai besoin d'air. Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé vers la porte et je suis sorti dans le couloir lumineux, la clarté du matin semblant se jouer de moi. L'éclat du jour me paraissait soudain une mise en scène cruelle pour ce qui aurait dû simplement être un petit déjeuner. Je suis allé à la salle de bain. L'eau glacée a coulé sur mon visage brûlé, la douleur physique devenait la moindre des blessures que je portais. En me regardant dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais presque plus. Les traits tirés, les cernes, la tension. Où étais-je? Que devenais-je? Et pourtant, au fond de cette brûlure et de cette douleur, une question se formait, et une possibilité aussi.
Et si tout cela n'était que le début d'une libération impitoyable? Je suis resté de longues minutes devant le miroir, les gouttes froides ruisselant sur mon visage comme pour laver un poids que je ne pouvais plus porter. Tout en moi était en déséquilibre, mon souffle court, mon regard vide, mes pensées éclatées comme des éclats de verre. Ce n'était pas seulement la douleur de la brûlure, c'était la brûlure d'années entières étouffées sous le poids d'un compromis constant. J'ai fini par fermer le robinet, laissant derrière moi une flaque d'eau qui, comme moi, n'avait plus de forme nette. En regagnant la chambre, l'absence de Claire était palpable. La table de chevet vide, les draps froissés sur un seul côté du lit, l'odeur de son parfum qui planait encore dans l'air. Tout me criait qu'elle avait quitté la pièce, mais jamais vraiment quitté ma vie. Je devais agir avant de me perdre complètement dans cet étouffement quotidien. Je suis allé chercher mon téléphone. Mon doigt a hésité sur l'écran avant de taper un nom que je n'avais pas osé composer depuis trop longtemps, Julien. Mon meilleur ami, que Claire n'a jamais supporté. Elle le traitait de perturbateur, d'égoïste, quelqu'un qui me tirait vers le bas. Mais la vérité, c'est qu'il avait toujours été ma boussole dans les moments de doute. J'ai tapé un message court, presque un SOS. Tu es dispo? J'ai besoin de parler. La réponse ne s'est pas fait attendre. Pour toi, toujours. Tu veux passer? Le soulagement m'a traversé comme une vague. Je n'ai même pas répondu. J'ai saisi mes clés et quitté la maison sans me retourner. L'air extérieur, même chargé de l'humidité d'une matinée grise, m'a semblé plus léger que celui de l'intérieur. Chaque pas que je faisais vers la voiture était un pas de plus loin de ce que je venais de vivre, de cette gifle liquide, de cette humiliation brûlante. La route vers chez Julien a été floue. Je ne me rappelle même pas les feux rouges, ni les virages. Juste cette sensation de vide immense dans ma poitrine et cette brûlure encore vive sur ma joue. En arrivant, Julien m'attendait déjà dehors, en jogging, l'air surpris mais pas alarmé, du moins jusqu'à ce qu'il voie mon visage. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Benoît? On dirait que tu t'es battu avec une bouilloire. » Il a essayé de plaisanter, mais son regard s'est assombri quand j'ai esquissé un sourire douloureux. « C'est clair, » ai-je dit. 3 mots. Tout était là, et il l'a compris. Sans poser de questions, il m'a ouvert la porte. L'intérieur de son appartement était un chaos chaleureux, avec des papiers un peu partout, des tasses à moitié vides, et ce désordre propre aux gens seuls qui ne se justifie plus. Il m'a tendu une tasse, mais cette fois, ce n'était pas du café, du thé. Chamomile. Un détail, mais j'ai senti mes épaules se détendre. Je lui ai tout raconté. La dispute. Gilles. La tasse de café. Le ton de Claire. Ce regard de défi, comme si c'était moi le problème. Et cette phrase qui résonnait encore dans ma tête, « Tu es un lâche, tu abandonnes ta famille. » Julien a tout écouté sans m'interrompre. Ce n'était pas un silence de jugement, mais un silence d'écoute, celui qu'on n'a plus le droit d'exiger dans un couple en décomposition. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse et dit simplement « Ce n'est pas une dispute, Benoît. C'est une agression. » Le mot m'a secoué. Aggression. Je l'ai répété dans ma tête. J'avais voulu minimiser. Me dire que c'était un moment de colère. Une erreur. Mais il avait raison. Et pour la première fois, j'ai cessé de chercher des excuses pour Claire. « Tu peux rester ici autant que tu veux, » a-t-il ajouté. « On fera un plan. Tu vas t'en sortir. Mais faut pas que tu retournes là-bas ce soir. Pas tout de suite. » J'ai hoché la tête. C'était un geste simple, mais chargé d'un poids immense. C'était un début. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Le canapé de Julien grinçait, et les murs laissaient passer chaque bruit de la rue, mais c'était une nuit de silence intérieur. Une nuit sans peur d'être réveillé par une voix glaciale ou un reproche dissimulé. Le lendemain matin, en buvant mon thé en silence, une pensée s'est imposée comme une évidence. Ce n'est plus seulement une crise. C'est une rupture. Et cette fois, ce serait moi qui déciderais de ce qui allait suivre. J'ai passé la journée suivante dans un état d'éveil étrange, à moitié anesthésié par la fatigue, l'autre moitié réveillé par un sentiment d'urgence que je n'arrivais pas à calmer. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur s'arrêtait une demi-seconde. Et quand le nom de Claire s'est affiché, j'ai ressenti une panique froide. Je n'ai pas décroché. Je ne pouvais pas. C'était trop tôt, trop brut, trop dangereux. Un message vocal est arrivé, puis un autre. Ensuite des textos.
Elle voulait savoir où j'étais, me reprochait mon silence, me disait que Gilles passerait le soir et qu'elle exigeait que je sois présent pour clarifier les choses. Je n'ai pas répondu. À vrai dire, je ne savais même plus quoi lui dire. Comment résumer en quelques phrases ce qu'elle refusait de voir depuis des années? Comment expliquer que la ligne avait été franchie, non pas à cause d'une tasse de café, mais à cause de ce que cette tasse représentait? Un abus de plus. Une domination déguisée en inquiétude fraternelle. Une guerre larvée qui n'avait cessé d'éroder notre couple. Julien, fidèle à lui-même, ne m'a pas laissé m'enfermer dans le silence. Après m'avoir tendu une bière bien fraîche, il s'est assis en face de moi et m'a regardé droit dans les yeux. Il faut que tu parles à quelqu'un d'objectif, Benoît. Un avocat. Un professionnel. Tu peux pas continuer à gérer ça tout seul. J'ai hoché la tête. Il avait raison, encore une fois. Et cette fois, je n'ai pas repoussé l'idée. Julien connaissait quelqu'un, un ami d'amis, qui s'occupait de divorce et de situations délicates. Il a proposé de l'appeler. J'ai accepté. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain après-midi. Une journée. Il me restait une journée pour organiser mes idées, rassembler mes papiers, faire le tri dans mes souvenirs et ma peur. J'ai passé la nuit à faire des listes, compte bancaire à isoler, procuration à annuler, mot de passe à modifier. J'étais à la fois précis et mécanique, comme un homme qui prépare une fuite ou une libération. Tout dépendait du point de vue. Le lendemain, dans le cabinet d'un immeuble discret en périphérie de Bordeaux, je me suis retrouvé face à Maître Lefebvre, un homme au regard acéré mais à la voix calme. Il m'a écouté, sans m'interrompre, pendant que je lui racontais l'essentiel. Il a noté quelques points, m'a posé des questions sur les biens en commun, sur les comptes conjoints, sur la maison à Toulouse. Puis il a conclu, simplement, « Vous avez pris la bonne décision. Ce ne sera pas facile, mais ce sera faisable. » En sortant, je me suis senti à la fois soulagé et vidé. Julien m'attendait dans la voiture, les coudes sur le volant, l'air inquiet. J'ai souri. C'est en route. Il a levé un pouce, comme pour saluer une victoire silencieuse. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Et il n'a pas tardé. À peine rentré chez lui, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Claire. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était glaciale. Alors c'est vrai. Tu pars? Tu contactes un avocat? Tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Je n'ai pas répondu. Elle a continué, plus dure. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Que je vais rester là, à regarder mon mari fuir avec sa dignité sous le bras? Tu te trompes, Benoît. Tu vas le regretter. Je n'ai rien dit. Puis j'ai simplement soufflé, j'ai déjà regretté trop de choses, Claire. Mais pas celle-là. Elle a raccroché. Et j'ai su que la tempête ne faisait que commencer. Les jours suivants se sont enchaînés comme dans un brouillard. J'alternais entre appels téléphoniques avec Maître Lefebvre, recherche d'un logement temporaire et tentative pour maintenir la tête hors de l'eau. Julien était là à chaque étape, discret mais présent. Il ne posait pas de questions inutiles. Il comprenait, sans que j'aie besoin d'expliquer. C'est ce qui m'a permis de tenir. Je me suis trouvé un petit appartement à Bordeaux. Rien de luxueux. Une pièce principale avec kitchenette, un lit, une place, une salle de bain trop étroite pour y respirer. Mais c'était silencieux. Et surtout, c'était à moi. La première nuit, je me suis allongé sur le matelas encore enveloppé dans le plastique, les cartons entassés contre le mur, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus connu depuis longtemps, la paix. Une paix fragile, vacillante, mais réelle. Claire, bien entendu, ne s'est pas tue. Les messages ont continué à pleuvoir. Tour à tour implorant, rageur, accusateur. Elle passait de « tu vas tout détruire » à « tu me manques », puis à « tu n'es qu'un lâche pathétique ». J'ai cessé de répondre. Chaque interaction me tirait en arrière, comme si je risquais de replonger dans ce cycle infernal. Mais l'un des messages m'a glacé. « Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser partir avec tout ce que tu me dois, Benoît. On va voir ce que ton avocat pense de ça. » C'était une menace. Legacy. Claire allait se battre. Pas pour nous, pas pour notre couple, mais pour ne pas perdre le contrôle. Je la connaissais suffisamment pour savoir qu'elle était prête à tout. Elle m'avait déjà dit, une fois, lors d'un dîner arrosé, que personne ne quitte Claire, pas sans en payer le prix.
À l'époque, j'avais ri. J'avais cru à une blague d'orgueil. Maintenant, je comprenais. Je me suis donc organisé. J'ai suivi chaque conseil de maître Lefebvre à la lettre. Compte séparé. Carte bancaire bloquée. Copie de chaque document important à l'abri. Changement de mot de passe. Et surtout, une règle absolue. Pas de retour à la maison sans témoin. Même pour récupérer mes affaires. Julien m'a accompagné. Il avait insisté. Il ne voulait pas me laisser seul dans cette ambiance toxique. Quand nous sommes arrivés devant la maison, j'ai senti mes jambes se raidir. Elle était là, comme figée dans le temps. Chaque brique, chaque fenêtre me ramenait à une scène de notre passé. Des rires dans le jardin, des disputes dans la cuisine, des silences lourds dans la chambre. Claire nous attendait dans le salon. Elle était assise sur le canapé, bras croisés, le regard glacial. « Tu fais venir ton petit copain pour me surveiller maintenant ?» a-t-elle lancé, venimeuse. Julien a souri poliment, sans répondre. Je suis allé droit au but. Je prends seulement ce qui m'appartient. Et ensuite, je m'en vais. Elle n'a pas répondu. Mais son regard me suivait à chaque mouvement. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris mes vêtements, quelques livres, la montre de mon père. Dans le bureau, j'ai récupéré mon ordinateur portable, des dossiers professionnels. À aucun moment, elle ne m'a adressé la parole. Mais son silence était une arme plus tranchante que n'importe quelle insulte. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, les jambes encore tremblantes, Julien m'a regardé et m'a juste dit « Tu viens de faire le plus dur. Le reste, ce sera de la stratégie. » Le soir, dans mon petit appartement, alors que je vidais les derniers cartons, j'ai retrouvé un vieux carnet. Un journal. Je ne me souvenais même pas l'avoir emporté. Je l'ai ouvert, et les mots d'un Benoît plus jeune, plus confiant, m'ont sauté aux yeux. Des rêves simples. Une maison avec du soleil. Une femme à aimer. Des enfants peut-être. Un métier qui ait du sens. J'ai tourné les pages, lentement. Puis j'ai pris un stylo. Et j'ai écrit, pour la première fois depuis des années. Aujourd'hui, j'ai quitté Claire. Pas seulement la maison. Pas seulement le lit conjugal. J'ai quitté ce que j'étais devenu à ses côtés. Un homme effacé. Silencieux. Adapté à tout, sauf à lui-même. Quand j'ai reposé le stylo, j'ai regardé autour de moi. Mon espace. Mon silence. Ma respiration. Et une pensée m'a traversé, aussi effrayante que libératrice. Et si le vrai combat ne faisait que commencer? Le lendemain de mon installation complète dans le nouvel appartement, une chose m'est apparue avec une clarté brutale. J'avais passé tant de temps à survivre dans ma vie d'avant que je ne savais plus ce que cela signifiait de simplement vivre. Chaque son dans ce silence nouveau, chaque pas sur le plancher, chaque respiration libre de toute tension. Tout cela me semblait irréel, presque volé. Et pourtant, c'était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais de compte à rendre à personne. Mais la réalité n'a pas tardé à me rattraper. Un courrier recommandé est arrivé, signé de l'avocat de Claire. Une série de reproches, d'accusations voilées, de menaces à peine déguisées. Elle réclamait une compensation pour préjudice moral, l'accès immédiat à certains biens que j'avais emportés, y compris, tenez-vous bien, le grille-pain. Je me suis assis, la lettre tremblant entre mes doigts, le rire nerveux au bord des lèvres. C'était grotesque. Mais je savais que ce n'était qu'une stratégie de plus. Me fatiguer. Me tirer vers le bas. M'humilier. J'ai appelé maître Lefebvre. Il a écouté, calme, professionnel, et m'a simplement répondu « Ne cédez à rien. C'est du bluff. Nous allons répondre. » Puis il a ajouté, plus doucement, « Elle vous teste. Ne lui donnez pas ce pouvoir. » Ce pouvoir. Oui, voilà. Elle ne cherchait pas à sauver quoi que ce soit. Elle cherchait à garder son emprise. La suite a été une série de démarches que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir. Réunir les preuves des transferts d'argent à Gilles. Récupérer les anciennes conversations, les mails, les factures. Tout devenait un dossier. Ma vie, réduite à des fichiers PDF et des captures d'écran. Julien m'a aidé dans chaque étape. Il était là, assis à mon côté, à faire défiler les années de concession comme un médecin étudierait un corps malade. Regarde, même là, elle te fait porter la responsabilité de ses dettes. Et là, elle détourne la discussion.
C'était comme décoder une langue que j'avais parlée sans la comprendre. Un soir, alors que nous venions de finir d'archiver les dernières pièces, mon téléphone a vibré. Un simple SMS, cette fois. Pas d'insulte. Pas d'accusation. Juste, tu crois que tu vas être heureux sans moi. Je l'ai lu plusieurs fois. Et puis j'ai réalisé, ce n'était pas une question. C'était une malédiction. Une tentative de me coller une peur dans le crâne. De me convaincre que ce que j'avais fait était une erreur. Mais je n'avais pas peur. Pas de ça. Pas cette fois. Les jours suivants, j'ai commencé à reprendre contact avec ceux que j'avais laissés de côté. Des amis que Claire ne supportait pas. Des membres de ma famille que j'avais cessé d'appeler. J'ai même écrit à mon frère, avec qui je n'avais plus parlé depuis 4 ans, à cause d'une remarque qu'il avait faite sur Claire et que je lui avais reprochée. Il m'a répondu presque aussitôt. Un simple « tu n'as rien à expliquer. Tu peux venir quand tu veux ». Cette phrase a fait tomber quelque chose en moi. Un verrou, peut-être. Une croyance selon laquelle tout le monde m'avait tourné le dos, alors que c'est moi qui m'étais enfermé. J'avais laissé Claire décider qui avait le droit d'être proche. J'avais cru qu'elle protégeait notre couple. Mais en vérité, elle ne protégeait qu'elle-même. Elle m'isolait. Une semaine plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Lefebvre pour finaliser les termes de la procédure. Il m'a tendu les derniers documents à relire. « C'est votre dernière chance pour modifier quoi que ce soit », m'a-t-il dit. J'ai lu chaque ligne, attentivement. Et au moment de signer, je n'ai pas hésité. Mon prénom, mon nom, mon avenir. En sortant, j'ai croisé mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Je ne ressemblais plus à l'homme que j'étais quelques mois plus tôt. Moins fatigué, moins ployé. Je n'étais pas encore réparé. Mais j'étais debout. Et libre. Les semaines qui suivirent la signature furent à la fois calmes et étrangement vides. Il n'y avait plus de bataille à livrer, plus de rendez-vous avec l'avocat, plus de menaces voilées venant de Claire. C'était terminé. Du moins officiellement. Mais en moi, quelque chose peinait à s'apaiser. Ce n'était pas la solitude. Je la supportais bien. C'était ce silence intérieur, celui qui s'installe quand plus rien ne vous pousse, ne vous bouscule. Quand vous n'avez plus à vous défendre, mais que vous ne savez pas encore comment avancer. Je passais mes journées à remettre de l'ordre dans ma vie. Ranger l'appartement. Trier les papiers. Organiser des dîners simples avec Julien ou avec quelques anciens amis que j'avais réintégrés dans mon cercle. Ce n'était pas encore la joie, mais c'était une reconstruction. Une lente renaissance. Chaque geste banal, faire le ménage, cuisiner, ouvrir les volets, reprenait une signification que j'avais oubliée. Celle de choisir pour soi. Mais c'est un appel inattendu qui a marqué le vrai tournant. Un après-midi gris de novembre, alors que je terminais un dossier de travail, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. Une voix familière, mais que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Benoît ? C'est Gilles. Mon sang s'est figé. J'ai failli raccrocher. Mais la curiosité, ou peut-être un vieux reste de loyauté, m'a retenu. Il a parlé vite, d'une voix confuse, presque fébrile. Il disait vouloir comprendre. Il disait être désolé. Il voulait reconnecter, selon ses mots. Je sais que j'ai abusé, que j'ai foutu la merde. Je le sais, Benoît. Mais je suis dans la merde, là. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui me connaît. Et t'es le seul. Il n'y avait aucune demande d'argent. Pas de manipulation. Juste une voix éteinte. Fatigué. J'ai écouté. En silence. Et puis j'ai dit, je veux bien t'écouter. Mais je ne peux plus être celui qui répare. Tu comprends ça ? Il a soufflé un « oui » qui ressemblait à une reddition. On a convenu de se voir dans un café. 1 heure. Pas plus. Le jour venu, je suis arrivé avec le cœur battant. Gilles était là, plus maigre, les traits tirés, les yeux cernés. Il a parlé de sa solitude, de son sentiment d'avoir été abandonné par Claire, une fois qu'il ne servait plus à maintenir notre couple soudé contre un ennemi commun. Tu sais, elle m'a lâché. Dès que t'es parti, elle s'est refermée comme une huître. J'étais juste un poids mort. Je n'ai pas répondu. C'était sans doute vrai. Mais je n'étais plus là pour compatir.
En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas seulement échappé à un mariage toxique, j'avais aussi quitté un système entier de dépendance émotionnelle, de chantage affectif, de culpabilité partagée. Et Gilles n'était qu'un autre rouage dans ce mécanisme. J'ai repris l'écriture. Pas le journal intime cette fois, mais un récit. Une fiction, mais inspirée de mon histoire. Un homme qui quitte tout, qui fuit une relation destructrice, qui reconstruit, qui doute, qui tombe, mais qui ne retourne pas en arrière. Écrire était comme recoller les morceaux d'une image plus vaste de moi-même. Un miroir que je recomposais, morceau par morceau. Et puis, un jour, alors que je buvais un café en terrasse, une femme s'est installée à la table voisine. Elle lisait le même roman que moi. Nos regards se sont croisés. Un sourire. Un échange sur l'auteur. Une conversation qui s'est prolongée. Pas de flirt. Pas de promesses. Juste deux êtres humains parlant de choses simples, sous un soleil discret. Quand je suis rentré, j'ai pensé à Claire. À tout ce que j'avais cru être une vie. Et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que je n'avais pas fui. J'avais choisi. Et je continuerai à choisir. Pour moi. Pour l'homme que j'étais redevenu. Je me suis installé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai ajouté une dernière phrase à mon texte. Ce n'était pas la fin d'un mariage. C'était le début d'une liberté. Et cette fois, je savais exactement ce que j'en ferais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.